Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arithmantique. Aujourd'hui je voudrais vous parler du nombre d'or. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas bien ou qui en ont vaguement entendu parler, le nombre d'or se note phi et vaut environ 1,618. Et voilà, vous savez tout, à la prochaine! Wow, on se calme, c'était juste une blague, il y a plein de choses à dire sur le nombre d'or, donc envoyez les petits singes! C'est fou ça! Si l'on note phi, le nombre d'or, c'est en référence au sculpteur grec Phidias, qui était très renommé, notamment pour avoir réalisé l'une des 7 merveilles du monde, la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. Chryséléphantine, ça signifie qu'elle était faite d'or et d'ivoire. Malheureusement, cette statue a disparu dans un incendie 8 siècles après sa construction, vers la fin de l'Antiquité. Alors avant de vous raconter l'histoire du nombre d'or, je vais vous montrer pourquoi et comment on le calcule. L'idée consiste à prendre un tout, disons un segment, et à le diviser en deux parties harmonieuses. Alors naturellement, on pourra le diviser en deux parties égales, on aurait l'harmonie de la symétrie qui en émergerait. Mais là, ce qu'on a envie d'essayer de faire, c'est deux parties inégales, mais qui relèvent quand même d'une certaine harmonie. Et pour cela, on va créer des rapports de proportion entre le tout, la petite partie et la grande partie. Plus précisément, on souhaite que la petite partie soit à la grande, ce que la grande est au tout. On peut donc écrire mathématiquement cette relation sous la forme d'une égalité de rapport, grand sur petit, égale tout sur grand. Ce rapport, c'est ce qui va définir précisément le nombre d'or phi. Phi est donc égal à la fois au rapport grand sur petit et au rapport tout sur grand. Vu que le tout est égal à la somme du petit et du grand, on peut écrire phi sous la forme petit plus grand sur grand, c'est-à-dire petit sur grand plus grand sur grand, c'est-à-dire petit sur grand plus 1, en d'autres termes, 1 sur phi plus 1. Nous en déduisons que phi est solution de l'équation phi égale 1 sur phi plus 1, ce qui peut également s'écrire phi au carré moins phi moins 1 égale 0. L'unique solution positive de cette équation du second degré est phi égale 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire environ 1,618 comme je vous le disais en introduction. Le nombre d'or possède des propriétés calculatoires assez fascinantes qui sont l'émanation directe des équations qui nous ont permis de trouver sa valeur. En effet, l'équation du second degré phi au carré moins 1 égale 0 peut aussi s'écrire de façon évidente phi au carré égale phi plus 1. Cela nous permet d'écrire que phi est égal à racine de 1 plus phi. Mais dans le membre de droite de cette même équation, on peut remplacer phi par racine de 1 plus phi, ce qui nous donne phi égale racine de 1 plus racine de 1 plus phi. Vous comprenez bien que l'on peut prolonger ce raisonnement à l'infini et écrire phi égale racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1, etc. Par ailleurs, l'égalité phi égale 1 plus 1 sur phi que nous avions trouvé tout à l'heure nous permet, de la même manière que pour les racines carrées, de faire une sorte de mise en abîme de phi en écrivant phi égale 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur phi, et ainsi de suite. Au-delà de ces propriétés calculatoires remarquables, le nombre d'or a également des propriétés géométriques. Prenons un segment et divisons-le en deux parties en suivant le rapport du nombre d'or. Cela signifie que la partie rouge sera 1,618 fois plus grande que la partie bleue. Construisons ensuite un rectangle respectant les proportions du nombre d'or, ce qui signifie que la largeur du rectangle a la même taille que la partie rouge. On peut alors diviser le rectangle en deux grâce aux deux parties initialement établies. Le rectangle de droite peut ensuite, à son tour, faire l'objet d'une division par le nombre d'or pour donner deux sous-rectangles et ainsi de suite. C'est un peu la même idée que la division du carré dans la vidéo sur les pavages de l'unité, sauf qu'ici, on ne divise pas en parties égales. Résultat, on peut relier les différents points des différents rectangles par une courbe qui prend la forme d'une spirale de Fibonacci. La spirale que l'on voit apparaître dans le rectangle d'or fait penser aux spirales d'un nautile, aux spirales d'une pomme de pin ou encore aux spirales que l'on peut observer sur une fleur de tournesol. Et l'on est rapidement tenté de dire que la nature est une formidable mathématicienne et que le nombre d'or y est omniprésent. Mais superposer la spirale du nombre d'or à une fleur de tournesol, une pomme de pin ou un nautile, ça fait joli, ça fait vaguement croire que le nombre d'or est présent dans la nature, mais quand on y regarde de plus près, ça ne donne rien de très probant. Parce qu'en réalité, les angles ne sont pas du tout les mêmes. Pour le nautile par exemple, la spirale de Fibonacci s'ouvre beaucoup plus que la spirale intérieure du nautile et beaucoup moins que la spirale extérieure. Alors oui, il est facile de dire qu'une spirale qui existe dans la nature à cause de phénomènes de croissance a un lien avec le nombre d'or, mais quand on y regarde de plus près, vous l'avez vu, c'est loin d'être évident.
Alors pour être tout à fait honnête, les phénomènes de croissance qui existent dans la nature sont modélisables par la suite de Fibonacci, qui implique le nombre d'or. C'est vrai, mais qui ne s'oriente pas strictement autour de spirales qui ont la forme de celle du nombre d'or. Et pourtant, beaucoup de gens vont chercher le nombre d'or partout, pas seulement dans la nature, même dans l'architecture. On trouve dans certains ouvrages contemporains des représentations du Parthénon auxquelles on appose bizarrement le rectangle d'or. Alors, bien évidemment, quand on regarde ça rapidement, ça impressionne, et ça fait croire que le nombre d'or a été réellement utilisé pour la construction du Parthénon. Quand on regarde de plus près, on voit que les colonnes ne tombent pas aux mêmes endroits que les rectangles, et que les rectangles ne tombent pas non plus aux mêmes endroits que les frises. En un seul mot, ça ne colle pas. En réalité, le nombre d'or n'existait que de façon assez marginale dans l'Antiquité, car même s'il était connu d'Euclide par exemple sous le nom de proportion harmonieuse, il n'a acquis sa renommée, voire sa légende, qu'avec la Renaissance, puis un certain positivisme artistique développé au cours du XIXe siècle. En effet, c'est le moine franciscain Luca Pacioli, dit Luca di Borgo, qui va véritablement lancer le mythe du nombre d'or à travers un livre qu'il lui consacre en 1509, La Divine Proportion. Outre les propriétés calculatoires du nombre d'or, il va lui attribuer des propriétés quasi mystiques, en établissant un parallèle audacieux, voire loufoque, entre l'irrationalité du nombre d'or et l'inaccessibilité de Dieu. Par la suite, cette divine proportion va prendre une telle ampleur qu'on voudra relire toute l'histoire architecturale à l'aune de ce nombre d'or, alors que les Grecs en réalité utilisaient beaucoup plus de choses, la symétrie et le nombre racine de 2. Je reviendrai d'ailleurs plus en détail sur la racine de 2 dans une vidéo consacrée à l'irrationalité. Quant à ce type de réinterprétation a posteriori de l'histoire, il y en a d'autres. Par exemple, aujourd'hui, et plus précisément depuis la fin du XIXe siècle, nous considérons que tous les bâtiments grecs sont blancs, parce que nous les voyons blancs. Sauf qu'en réalité, lorsqu'ils étaient construits, ils étaient immédiatement peints de jaune, de rouge et de couleurs qui nous paraîtraient à plus d'un tour surprenantes. Il en va d'ailleurs de certains autres bâtiments, comme les églises gothiques, dont les illuminations nous permettent parfois d'imaginer les couleurs d'origine. Dès le XIXe siècle, dans un contexte géopolitique tendu entre la Grèce et la Turquie, on a trouvé en cette blancheur, en cette candeur, une forme de pureté qui tranchait avec les couleurs dites criardes de l'Orient. Et beaucoup de gens n'ont pas hésité à en déduire que l'Occident était plus civilisé que l'Orient. Sauf qu'en réalité, comme je vous le disais, les couleurs originelles des monuments grecs et des églises gothiques par exemple étaient tout aussi bariolées que ce que l'on imagine de l'Orient chamarré. Attention donc à la réinterprétation des choses et à la revisitation idéologique de l'histoire à travers des concepts non pertinents comme la blancheur réinventée ou le nombre d'or fantasmé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez naturellement la partager, mais aussi l'utiliser en tournesol, en pomme de pin ou encore en statue chryséléphantine. Par contre là vous pouvez envoyer le